Bonjour à tous. Cette vidéo est faite en collaboration avec la chaîne YouTube Orbis. Orbis traite avec sérieux, talent et beaucoup de pédagogie de questions d'histoire, de géopolitique et de relations internationales. Je vous invite à y faire un tour et à vous y abonner si vous y trouvez votre compte. Nos deux chaînes sortent le même jour sur leurs réseaux respectifs une vidéo traitant des ambassades. Pour Talks to the Spy, sans trop de surprise, le sujet sera espions et ambassades. Et c'est un vrai sujet d'espionnage, comme vous allez le voir. C'est quoi finalement une ambassade ? C'est un peu un bout de territoire national, protégé par les conventions internationales, où l'on est pour ainsi dire comme à la maison, gardé par des policiers ou des gendarmes français suivant les configurations, ou des Marines si l'on est américain. Personne ne peut y entrer, sauf à y être autorisé par les autorités de l'ambassade. Même les policiers du pays d'accueil ne peuvent pas y rentrer comme bon leur semble. Alors évidemment, c'est du pain béni pour un service de renseignement. Bien dissimulé derrière cette enceinte hautement sécurisée, l'espion peut se laisser aller à toutes sortes d'activités, même les plus illicites. Dans les pays les plus importants, ceux où les intérêts de notre pays sont les plus évidents, vous pouvez être certain qu'à l'intérieur de l'ambassade, vous y trouverez un poste de la DGSE. En particulier dans ce que l'on appelle en France l'arc de crise, qui comporte tous les pays situés entre la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Afghanistan à l'est. Dans un poste de la DGSE, vous trouvez au minimum 2 personnes. Un chef de poste ou une chef de poste et un ou une secrétaire chargée de la logistique et des transmissions. Quand le poste est plus important, le service y déploie des moyens supplémentaires. Un autre officier traitant, ou plusieurs, pour recruter et manipuler des sources humaines, puis d'autres secrétaires lorsqu'un seul ne suffit plus à la tâche. Parfois même, suivant les cas, vous pourrez trouver une antenne de la direction technique, avec des personnels dédiés, ainsi qu'une protection assurée par des membres du service action lorsque la zone est jugée tellement dangereuse que les officiers traitants ne peuvent pas traiter leurs sources dans des conditions normales de sécurité. Du coup, dans une poignée des pays du globe, un poste de la DGSE peut comprendre plus d'une dizaine d'individus. Mais sachez que ce n'est rien au regard de ce que font d'autres services de renseignement. À la grande époque de la traque de Ben Laden, par exemple, l'ambassade américaine d'Islamabad comptait ainsi plusieurs centaines d'espions, CIA et NSA confondus. On est là évidemment sur une autre échelle. Les espions déployés dans les ambassades se livrent à 2 types de renseignements. Le renseignement humain, avec le recrutement et la manipulation de sources, et le renseignement technique. Ce dernier bénéficie d'une opportunité qu'aucun pays n'est prêt à laisser passer. Puisque dans une ambassade, on est chez nous et que l'on y fait à peu près ce que l'on veut, certains choisissent même d'y découper des opposants, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas mettre en place sur les toits de l'enceinte une multitude d'antennes et de capteurs pour aspirer tout ce qui peut être récupéré aux alentours ? Il faut bien avoir conscience qu'en général, les ambassades sont situées dans les bons quartiers des capitales à l'étranger, parfois à proximité immédiate des centres du pouvoir du pays d'accueil. C'est une véritable aubaine. Regardez par exemple les toits de l'ambassade américaine à Paris. Elle est idéalement placée à 2 pas du palais de l'Élysée. Du coup, les Américains ont construit un faux étage en toile afin de cacher les antennes déployées et dissimuler leurs orientations. C'est scandaleux, c'est très irritant, je vous l'accorde, mais nous faisons pareil dans d'autres pays. These spies that are discreetly housed within embassy systems, are they known to local services? Excellente question. Non, pas toujours, mais chaque personnel diplomatique d'une ambassade a fait l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par le pays d'accueil, afin de pouvoir exercer ses fonctions sur place. Le jeu consiste alors, parfois, à mentir sur la fonction véritable du diplomate. On présente l'espion comme un membre normal de la chancellerie diplomatique, attaché à l'équipe de travail de l'ambassadeur, ou comme un collaborateur du service des visas ou des services économiques ou culturels. Dans ce cas, l'officier traitant est dit non déclaré. Pour tous les autres cas, les agents du poste de la DGSE sont déclarés aux partenaires locaux, comme membres effectifs du service. Mais parce que l'une des missions importantes d'un poste est de nourrir la coopération dans le domaine du renseignement avec les services locaux.
Il est donc indispensable, finalement, d'apparaître à visage découvert. D'ailleurs, chaque chef de poste et au moins un secrétaire sont systématiquement déclarés aux services locaux. And so these declared staff can't really do intelligence work because everybody knows who they are. Mais si, heureusement. Bien souvent, les services locaux chargés du contre-espionnage ne disposent pas de moyens suffisants pour contrôler tous les espions insérés dans les ambassades de leur pays. La DGSI en France, par exemple, a ainsi beaucoup de mal à suivre et contrôler les activités de tous les Américains et Russes qui font de l'espionnage en France. Paris, voyez-vous, est une place importante du renseignement international, une sorte de nid d'espions comme il en existe quelques-uns dans le monde. Alors la DGSI travaille par sondage. On tolère beaucoup quand on estime que nos intérêts vitaux ne sont pas directement menacés. Mais puis, lorsque l'on tombe sur une affaire où l'espion étranger a visiblement dépassé les bornes, alors là, on l'expulse. On le fait discrètement sans faire de vagues, entre gentlemen, parce que l'on fait pareil chez le voisin et que l'on souhaite pouvoir encore y travailler tranquillement. Ou alors, on le fait au grand jour, lorsque le pays souhaite marquer sa mauvaise humeur, et que ça commence à bien faire. Do all spies who work within embassies receive diplomatic immunity? Oui, ils possèdent tous un passeport diplomatique, et leurs véhicules sont dotés de plaques diplomatiques de sorte qu'ils ne peuvent pas être fouillés. Jamais. C'est évidemment très pratique lorsqu'il s'agit de se livrer à des activités d'espionnage. On peut ainsi, en théorie, cacher quelqu'un dans le coffre de sa voiture et le faire rentrer dans les garages de l'ambassade à l'abri des vues des services locaux pour pouvoir le débriefer tranquillement. Le risque principal pour ces espions en ambassade, malgré la protection que leur confère leur immunité diplomatique, c'est de finir par être détectés sur des opérations qui agacent les services locaux et que ces derniers se décident de l'expulser, lui et sa famille. Quand on veut se montrer un peu gentil, on donne aux fonctionnaires 2 semaines pour organiser son retour, et quand on est très agacé, l'espion est conduit dans le premier vol, manu militari, destination son pays d'origine. Mais parfois, les espions, même protégés par les conventions internationales, opèrent dans un pays qui se permet certains écarts avec le droit. Personnellement, j'ai témoigné d'incidents violents dirigés contre les personnels dont j'avais la charge, qui violaient allègrement les règles élémentaires du droit international. Voiture bélier dans un faux accident de voiture, arrestation et passage à tabac, interrogatoire avec forte pression psychologique, faux cambriolage et utilisation d'armes à feu pour terroriser la famille de l'agent visé. Et j'en passe. Un vrai film d'espionnage, quoi. Sauf qu'ici, tout est vrai, hélas. Wow. In what country did that happen? Bon, il n'est pas nécessaire de le préciser ici, le pays visé se reconnaîtra. Mais je compte sur les doigts d'une main, au minimum, les pays dans lesquels ce genre de pratiques sont parfaitement envisageables. Il faut en avoir pleinement conscience lorsque l'on est déployé dans ce type de destination un peu particulière et agir en conséquence. Le ratio risque-intérêt doit être soigneusement évalué avant toute prise de décision. In that type of situation, I guess being effective in your job must be fairly difficult, even if you are protected behind embassy walls. Il est évident que le grand jeu pour le contre-espionnage local, c'est de tout faire pour être renseigné sur ce qui se passe à l'intérieur. Pour arriver à ces fins, il y a encore 2 types de solutions. D'abord par l'humain, en plaçant dans le cœur du système un employé de l'ambassade ou même plusieurs placés à différents endroits stratégiques qui auront été recrutés au préalable et qui recevront une liste de courses. Si l'ambassadeur dispose ainsi par exemple d'un traducteur ou d'une traductrice, il est à parier que celle-ci ou celui-ci travaille pour les services locaux. Ainsi, dans le cas des 2 anciens agents de la DGSE qui ont été recrutés par les services chinois, l'un des 2 a eu une affaire intime avec l'interprète chinoise de l'ambassadeur, alors qu'il était en poste à Pékin. Celle-ci a dû être félicitée par ses employeurs. Elle a fait une belle prise, rendez-vous compte, le chef de poste, le DGSE. Heureusement, la nouvelle a été rapidement rapportée au service et le chef de poste a été immédiatement renvoyé en France. Mais quelle faute professionnelle lourde de la part de cet agent de la DGSE, n'est-ce pas? La chair est faible, c'est à peine croyable. D'ailleurs, de nos jours, les ambassadeurs ne font plus ce type d'erreur. Leurs plus proches collaborateurs sont systématiquement des nationaux français pour éviter les déconvenus.
Et puis, deuxième moyen pour s'infiltrer dans une ambassade, les moyens techniques. Là, il s'agit de parvenir à placer des micros aux bons endroits. Le bureau de l'ambassadeur ou la salle de réunion de la chancellerie par exemple. Un besoin de changer votre climatisation ? Pas de problème, on vous arrange ça. Et l'on profite pour y glisser un petit micro discret alimenté par le circuit électrique normal. Pas besoin de batterie, le dispositif va fonctionner H24 toute l'année. Il y a intérêt à se montrer prudent et surveiller chaque intervention par du personnel local à l'intérieur des locaux de l'ambassade. Dans certaines de nos ambassades, en particulier à Moscou, on a même parfois retrouvé des antennes coulées dans le béton, mises en place lors de la construction des bâtiments. Il faut parfois sortir des marteaux-piqueurs pour retrouver les dispositifs de surveillance adverse. So isn't it sometimes better to work outside of the embassy system to stay more easily under the radar? C'est parfois préférable en effet. Il est toujours bon de disposer dans un pays donné d'un double dispositif, en faisant aussi intervenir des agents sous couverture. Ceux-ci travaillent alors sous un autre nom, avec de faux papiers d'identité, en ayant patiemment construit une légende. C'est une méthode difficile et risquée car le personnel concerné n'est plus protégé par son passeport diplomatique. Il risque bien plus qu'une simple expulsion. S'il est pris, il peut rester plusieurs années en prison avant que son gouvernement ne parvienne à le récupérer. So back to spies within the embassy system. How does it work on the inside with your diplomat colleagues and perhaps specifically with the ambassador? Is it all suspicion and conflict, or do you manage to nonetheless build constructive relationships? La bonne entente à l'intérieur de l'ambassade vis-à-vis des agents secrets infiltrés n'est nullement garantie. Car les espions peuvent agacer. Ils sont placés un peu hors hiérarchie et l'ambassadeur n'a par exemple aucun accès direct à leur production qui est envoyée à Paris, à la centrale, en dehors de son contrôle. L'ambassadeur, première autorité dans son ambassade, ne note pas le chef de poste et il n'a pas une prise totale sur lui. Bien souvent, le CMD, le chef de mission diplomatique, comme est parfois désigné l'ambassadeur, s'en accommode et joue parfaitement le jeu, comme les autres chefs de service de l'ambassade ainsi que leur personnel. Mais à l'inverse, les membres de la DGSE ont tout intérêt à soigner leurs relations car s'ils jouent les mystérieux et qu'ils travaillent seuls dans leur coin sans jamais rendre service, ils vont se priver d'une multitude d'opportunités. Car lorsque les relations sont bonnes, il n'est pas rare en effet que le service des visas, par exemple, signale un cas intéressant à l'antenne de la DGSE. Autre exemple, certains des ambassadeurs avec qui j'ai travaillé m'ont également arrangé des réceptions dans leur résidence de manière à ce que je puisse être présenté à une personne d'intérêt que je lui avais désignée et que je comptais recruter. En retour, il est de bon ton d'informer l'ambassadeur au cours d'entretiens privés réguliers en lui servant quelques informations inédites de nature à faciliter son travail sur place et à affiner son analyse. Vous voyez comme bien souvent, le travail dans une ambassade est un travail d'équipe. Si tout le monde tire dans le même sens, les résultats ne se font pas attendre très longtemps. Et pour ceux qui veulent creuser un peu cette question des ambassades et ses petits secrets, je vous signale ce livre qui vient de paraître aux éditions Webec, l'éditeur de Profession Espion. Il s'agit des secrets de la valise diplomatique. Et ce livre fourmille de petites anecdotes amusantes sur le service de la valise diplomatique et qui permet à une ambassade et aux agents de la DGSE à l'occasion de transmettre des documents secrets qui ne peuvent pas être numérisés. Eh bien, cette vidéo s'achève, chers abonnés, et il est temps de nous quitter. N'oubliez pas la règle du jeu pour témoigner votre attachement à la chaîne. Un petit pouce bleu permet à Talks to the Spy de continuer à grandir. Sinon, j'ai remis à mon éditeur le manuscrit de mon deuxième livre qui traitera de la clandestinité et des espions qui travaillent sous légende. Je vais pouvoir enfin me pencher dans les prochaines semaines sur mon projet de podcast espionnage. On reparle de tout cela très vite. Allez, bonne journée à tous et portez-vous bien.